This is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouïas. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Au peuple algérien, aux militants de la cause nationale, à vous qui êtes appelés à nous juger, notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme, le sens de notre action, le bien fondé de nos vues, dont le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Nous considérons avant tout qu'après les décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase finale de réalisation. En effet, le but d'un mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les conditions d'une action libératrice, nous estimons que, sous ses aspects internes, le peuple est uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action, et, sous les aspects extérieurs, le climat de détente est favorable pour le règlement des problèmes mineurs, dont le nôtre, avec surtout l'appui diplomatique de nos frères arabo-musulmans. C'est ainsi que notre mouvement national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine, mal orienté, privé du soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassé par les événements, se désagrège progressivement à la grande satisfaction du colonialisme qui croit avoir remporté la plus grande victoire de sa lutte contre l'avant-garde algérienne. L'heure est grave. Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et militants conscients, ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés, a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'ont acculé les luttes de personnes et d'influences. Nous tenons, à cet effet, à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se disputent le pouvoir. Plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations mesquines et erronées de personnes et de prestige, conformément aux principes révolutionnaires, notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens de lutte pacifiques. Ce sont là, nous pensons, des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette de Front de libération nationale. Vous l'aurez lu, vous l'aurez entendu marteler ces jours-ci, et tout au long de la nuit dernière, veille du 1er novembre 2014, en mémoire du 1er novembre 1954. C'est une poignée d'hommes, 6 d'abord, 9, puis 21, qui ont pris sur eux de décider de l'insurrection générale qui allait arracher l'indépendance de l'Algérie à l'une des plus grandes puissances coloniales installées par le glaive et par le sang depuis 124 ans. Selon les propres mots des 6, ils ont décidé cet octobre 1954 d'allumer la mèche. Ils étaient donc sûrs que la poudrière était là, attendant l'étincelle. Cette poudrière, c'était la somme de crimes, de vols, de spoliations, d'humiliations qui faisaient d'un peuple autochtone des indigènes, des sous-hommes, des bicots, des ratons, au mieux des Mohammed et des Fatma, réduits à travailler pour Siedhum,
venu de l'autre côté de la mer, plein de morgue et de mépris. Cette poudrière, c'était la somme de résistances répétées pendant 124 ans, de la réunion de Tamenfoust, des tribus Flissa en 1830, du Bey Ahmed de Constantine, des luttes chevaleresques et messianiques de l'émir Abdelkader, adoubé à 24 ans comme envoyé de Dieu, d'El Mokrani, du Cheikh Haddad, aux jacqueries, aux émeutes de la faim, au soulèvement de Marguerite en 1900, à l'insurrection du Sud constantinois de 1916-1917, à l'apparition des premiers mouvements politiques modernes, divers et variés. Nous eûmes les jeunes Algériens avec l'émir Khaled, l'étoile nord-africaine, la fédération des élus, le PCA, les Ulama, le PPA, l'UDMA et le MTLD. Jamais les Français installés en maître absolu en Algérie ne furent rassurés. Leur îlot minoritaire se sentait au milieu d'une mer arabe, trop souvent houleuse à leur guise. Eux-mêmes, forçats de la faim, révolutionnaires déportés, ou paysans sans terre, citoyens de seconde zone dans leur mère patrie, la France, se transformèrent en oppresseurs cruels, construisant leur paradis sur les terres algériennes qu'ils nous volaient, et prêts à tous les crimes pour conserver leur Éden. Ils nous enlevèrent jusqu'à notre nom, et ce furent eux, les Algériens, nous, les musulmans. La peur de l'indigène, de l'arabe, du kabyle, du chaoui, traître, vicieux, le couteau entre les dents les habita sans cesse, et les rendit sourds et aveugles aux souffrances qu'ils infligeaient, aux appels à soulager la condition de nos ancêtres. Ils furent durs, injustes, cruels, mais surtout sourds et aveugles. Et leur propre gouvernement était suspect à leurs yeux dès qu'ils en appelaient à assouplir le système outrageusement injuste de la colonisation. Ils ne voulaient rien entendre et rien voir, si bien que des toiles nord-africaines, nées en 1927 en France, grosses des régiments de travailleurs émigrés, faisant leur classe au sein des luttes syndicales et politiques les plus avancées du XXe siècle, au lendemain de la Révolution d'octobre, et qui fut la seule à réclamer l'indépendance, se retrouva, à l'aube des années 50, la direction incontestée du peuple algérien à travers le PPA, MTLD, Msali Hadj. Et les propositions de la France, qui la veille encore auraient été accueillies avec enthousiasme par les Algériens musulmans en quête d'égalité, fut-elle celle du strapontin, arrivèrent trop tard. Farhat Abbas, le démocrate bourgeois, l'homme du compromis, n'aurait-il pas dit « c'est l'heure des mitrailleuses ». L'indépendance était devenue le seul horizon possible. Oh, ce ne fut pas simple. Et les militants aguerris de tous bords s'étaient unis, séparés, réunis, quelquefois pour mieux se déchirer encore. Et c'est de la dernière, de l'ultime fracture, celle qui opposa les centralistes et les messalistes, que naîtra le FLN, le Front de Libération Nationale, et ceux qui allumèrent la mèche avaient à peine 30 ans. Ils firent leur devoir, il y a 60 ans. Le nôtre, pour cet anniversaire, est de faire vivre la mémoire et l'histoire. Le nôtre, pour celles et ceux qui se sont sacrifiés, c'est le serment, la tansaw shuhada. Le nôtre, pour celles et ceux qui ont survécu, c'est le serment, fashhadou. Et le tien, jeune Algérienne, jeune Algérien d'aujourd'hui. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Bonne fête du 1er novembre et hommage à nos martyrs, à nos moudjahidettes et moudjahidines. Rachida Mansef, bonjour. Bonjour Saad. Merci pour votre merveilleux billet. J'en ai eu la chair de poule. Oh là, merci à vous.
D'ailleurs, la lecture de la déclaration du 1er novembre était formidable. Voilà. Mais enfin, billet qu'on retrouvera de toute façon tous les samedis, Rachida Mansouf, puisque ce magazine est hebdomadaire et regroupe les bonnes volontés de productrices, de producteurs, animatrices et animateurs de la chaîne 3, qu'on découvrira d'ailleurs tout au long de cette heure, orchestrée par Fatima Sabri, réalisatrice de l'émission. Alors pour tout de suite, pour la rubrique Hiwar, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus chez Monsieur Brahim Halimi, encadré d'ailleurs par ses 2 filles, toutes mignonnes. Souvenez-vous, le chauffeur d'autobus lié à l'événement qui a marqué ce 1er novembre 1954. Il avait 18 ans. Hiwar. La veille du 1er novembre, un dimanche soir, بي قال لي ها شوف غدوة 2 ما يروحش حبادة الشوفير هذا اسمه حبادة كباش حمد قال لي tu vas le remplacer تدي الكار وهاك tu trouves le premier barrage à tel endroit deuxième barrage à tel endroit راك تحبس يا aucun risque pour toi صباحا 5 heures du matin جيت رايح لي فواياجور خلطنا مشونش il y avait قايد مشونش هذا un ancien officier de l'armée française c'était un capitaine طلع قال الكونفوير شوف لي بلاصة أحداث إبراهيم طلع هذايا حنا نمشو بكري الطريق صعيبة ياسر c'était une piste je me souviens il avait une serviette هكا كبيرة هذاك الوقت أنا ما شفتش الريفولفر الحق il avait des papiers وكلش والحلاوات يحل ويعطيني حلاوات فليو ولا je me souviens c'était de la menthe arrivé le premier barrage ما كان والو مام جي كلاكسوني هنا باش يخرجوا ما خرجوش علاه لو بروميي باراج هذا البروميي باراج سي تروفي ا 25 كيلومتر دو بيسكرا المجاهدين كي زون في لي زاتونتا ا بيسكرا باسكو حرقوا لاغار وحرقوا لو جيا داكس جيا سونات غاز والكوميساريا كانوا متفاهمين مع بابا كيديروا يلوحوا القنابل ويحرقوا من ثم يروحوا يديروا الباراج هذه اللي شي انا سكو جو في فو دير في لانديباندونس او مازال حي سي الطيب الله يرحمه قلت له علاه ما جيتوش للبرج قال لي عينا وخفنا الحاج قال لي كي درنا عينار دو ماتان قال لي حنا ماناش موافقين قال لي هربنا حكمنا شتمه جبل تاع واحد شتمه قول لي 8 كيلومتر قال لي ورقدنا ثم ما نجمناش نديروا هذه يحكي ومازال حي هذا الانسان روحي البرومي باراج دوزيام باراج je voyais quelqu'un qui faisait signe هكا محسوب الاوتوكار يطاريفي ولقيت لابيير الحجار سادين الطريق فرينيت انا حبس الفواياجور كان بوندي اسي ديبو ان دي فواياجور كي تي ديبو قال والله كوم جو مسوبيان مام الفلاقه تاع تونس انتقلوا القايد قال له الفلاقه تاع تونس ما يجوش هنا قال له ها هم وينهم يدير له هكا ها هم وينهم كانوا من بعد لا شوف جا حضرت انا معاه يا بشير هاني بشير كوم سيتيان قايد انسيان كابيتان دو لارمي فرانسيز هضر افيك اوتوريتي قال لهم منهم نتوما واش جايين منين والله انتقلوا شحال الله يرحمه قال له لي كيسيون هذوما واش راك تعيط قال له روح مالا جيب قشك كي عاود رجع حل سيرفيت جبد الريفولفر يدير كو بيرسون نو لو سي سوف لي فواياجور تاع مشونش يكذب عليك اللي يقول لك لي صافي داروا حبسوا بور دوني اون بوبليسيتي باللي هاي لا ريفولسيون دات والقايد شوفي كلش بلجل القايد كون سكت ما قالش راني جو سوي لو كابيتان صادوك قايد يدور مشانش ولا ما يديرولوش هو اوتر شوز انفان ربي هذه كون ما جبدش ريفولفر كان يقولوا له معنا كوم اللي انتيليجون هو يهضر فرونسي اون عرب ربما هو اللي كان يصبح شاف ديتا ماجور ولا والله قلت لك كي جبد الريفولفر لا بورتيير اللي تيوفر تاع لوطوكار اي وجندي من هنا يعطيه بدو بال موسكوتو زوج والله بشوف العين خرجوا من هنا يزون ليسي ان كاراتير لي بال خرجوا واحدة منا كي طاح لي فواياجور نص
il a continué chemin sur Arès, ونص il est retourné sur Tifilfal. منهم mon petit frère qui était receveur, Mustafa. L'instituteur avec sa femme, ils étaient derrière moi. Qui سمعوا البارود devant. وقفوا راحوا لاريير ديال لوطوكار. شافهم مجاهد، هذا المجاهد شافهم un homme de chinois. ميليتير اندو شنو نهضر شويه خير منه انا الفرنسي كومون دي فرنسي سينيغالي ديسوندي قربت منها انا هو بابا ما انكوراجي قال لي ما تخاف قلت له بالعقل ما تعيط عليهم حد قلت لهم ديسوندي ورحنا يهضروا مع شي هاني جيست مومون هما يهضروا معاش يرحل برافار ثاني سور لو دور لانستيتيتور طاح عمر باش يزيد يكمل مدام مونيرو قال له شي il fait le geste parce qu'il هو يهضر مع الانستيتيو هكا والجندي هذاك ضربوا له دو طاح il a fait le geste هكا il a évité le pour l'empêcher de tirer encore قاس هذاك طاحوا ce que veut dire les trois ils étaient partis هزيته انا والكونفوير حطيناه في الكولوار il n'y avait plus aucun voyageur. هربوا. مشيت أنا واحد يقول لي 500 متر ولا 1 كيلومتر بلو هزيت لي فواياجور اللي رايحين لاريس دينا كومون ديريج ضربوها 10 جار وقلت لك صحيح بدا يفرغ في الدم ميدي هبطناها ميدي درني سوبر تاعو في لوبيتال يافي ان نومي بالازرق ثم ثاني الله يرحمه هو كي لا ديزابيي وكل شيء هندر عيطني l'administrateur. Et les instituteurs, pardon. قعدوا تم. قاعدين ثم. هبط دو سباي هبطوني l'administrateur. هذا. مي انا كي رحت له في اوتيل والله جو مسوفيان جيد فروي نديري 1 لتر. قعد كومون سا سي باسي قلت له لي بوندي واش راح تقولي له هذاك الوقت خليته يهضر هذا. هو خبر باتنا comme il sous-préfet de la préfecture. À 6h du matin, ils ont envoyé quelques camions militaires. Ils ont trouvé mon héros ميت. Comme mon héros, il était squelettique. ضعيف ياس. ومرته صحيحة je me souviens très bien. هي ما فرغتش من الدم. داوها باتنا اللوندومان سير قسطنطين وبعد داوهم فرنسا. هذا ملي mon héros. Ça s'est passé comme ça. ومن بعد أنا قعدت une semaine. Ils m'ont réquisitionné. هذاك الوقت l'Allemagne n'a pas beaucoup de véhicules. حاكمون الكار ساعات روحوا تيفل ساعات ومن بعد عند سيجوريا خليت لهم الكار وكل شيء وهربت روحت على باتنا ما عليناش روحت على باتنا ils ont su que je suis à بيشكرا والله راني نزيد نحلف لك بربي يجي عام هما بريسك ما نقولش tous les soirs mais dernière 2 fois par semaine هذه الجدرمية هذه الشرطية هذه لا بي جي هذه ما كان ساعة الكفوف طلعوني 3 fois كومون ديريج باتنا تريبينال et en 1955 mois d'octobre convoqué حليم إبراهيم avec son frère au tribunal militaire de Constantine نهضر مع الكولونيل كي بريزيدون et le procureur général c'était un commandant وقبل ما نروح حكموا 2 مجاهدين كي يتيدون لكو بابا قال لي اسمع أم حكموا 2 رد بالك تقول نعرف أروح والله إلا كي قربت يا هذوك المجاهدين كي شافوني يبسوا يقول لك درك يقر عليا بداني بلي كيسيون لو كولونيل انفان لو بريزيدون قال لي vous les connaissez قلت له non comment قال لي فهم دي كونسيون قلت له je connais pas ils sont tous venus avec des passes mentales والله غير حبس لا سيونس وقال لي قريفي روح الغازال نجيب دي باس مونتال pendant presque 20 minutes جا القريبي لبسوا لي باس مونتال قال لي قلت له مسيو البريزيدون قلت له قول للبريزيدون كومون اون ريكوني سي تيب لا ضرب مي يقول لي vous êtes comprise vous êtes dans le coup قلت له non je suis jeune j'ai presque 18 ans et quelques mois قلت له je suis pas mais comment يقول لي vous conduisez un autocar que c'est strictement interdit et vous conduisez sans permis ما عنديش permis هذاك الوقت ترونسبور هذه هي اللي دوختها on a continué à travailler نروح انا ندور رابيطاي مرتبط ساعات يحكموني في الطريق
يمرمدوا يضربوا ما يلقوا. اي ولا ريفولسيون ياسر اللي يتمرمدوا عليها ولا. This is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Important des mouvements vers le noir. Il d'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. On vous rappelle donc, amis auditrices et auditeurs, que Rachida Mansof, dans Hiwar, était en compagnie de Brahim Hlimi, qui nous a fait vivre, et alors vraiment d'une façon imagée, ce trajet Biskra-Betna en autobus. Cet autobus qui a été intercepté par des moudjahidines, sous le commandement de Béchir Chihani, bras droit de Mustafa Ben Boulaïd. Et justement, notre ami Lamia Mahfouf a été fouiné dans des archives sonores et retrouvé des témoignages extrêmement intéressants, des témoignages d'époque, entre autres, concernant cet événement qui sera d'ailleurs à la une de toute la presse colonialiste, et pas seulement, au lendemain du 1er novembre 1954. Et c'est dans Bekri de Lamia Mahfouf. 1er novembre 54, 50 Algériens en armes arrêtent ici le quart de 9 heures. Ils vont tuer un instituteur français et un caïd algérien, capitaine de l'armée française. Mohamed Bouzaafi faisait sauter le pont un peu plus loin, mais il est formel. Tout est de la faute du caïd. C'est lui qui a voulu tirer le premier. Le combattant a atterri sur le caïd, il a blessé les instituteurs, l'instituteur et sa femme. Donc c'est une erreur. On ne voulait pas tuer l'instituteur au départ. Ah non, pas du tout. Et il n'avait pas l'intention de tirer sur l'instituteur et l'institutrice. Pour autant, les Moudjahidines ne regrettent rien. Mohamed nous montre la maison où les armes leur ont été distribuées la nuit de la Toussaint. Il avait 30 ans, était paysan. Il dit n'avoir eu d'autre choix que de tirer sur les Français. On était comme des étrangers dans notre propre pays. Ils prenaient toutes nos richesses. Il y avait l'injustice, des impôts, même sur les poulets et les moutons. Berceau de la Révolution, les Aurès lui ont payé un lourd tribut. Il d'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. Dans l'Aurès encerclé, les opérations de ratissage se poursuivent. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Alors, dans la nuit de la Toussaint, vers 2 heures du matin, le gardien de nuit est venu nous réveiller en nous disant qu'il y avait le feu aux meules. Nous sommes descendus avec mon mari et nous avons été étonnés de trouver seulement les 3 ouvriers de M. Istria qui essayaient de garantir les meules. Monsieur Istria est un cultivateur. C'est un cultivateur de Fumtou, oui. Et il y avait 2 meules qui brûlaient. Alors ils essayaient d'éteindre le feu et en même temps de préserver les meules voisines. Alors nous avons demandé au gardien de nuit s'il avait bien réveillé tous les gens du centre. Il nous a dit oui. J'ai frappé chez tout le monde, mais personne ne sort. Alors nous sommes restés. Nous avons à ce moment-là 2 autres agriculteurs de Fumtou. Monsieur Christil et Monsieur Rizzo sont descendus. Et quelques autres personnes du village, des indigènes, donc sont venus aussi avec des seaux. Et à ce moment-là, les rebelles qui se trouvaient dans les contreforts là. Oui,
dans les ravins environnants, Oui. on tirait sur les meules, mais sans nous atteindre. Nous avons même cru que c'était des éclatements de paille, n'est-ce pas? Oui. Nous ne nous sommes pas inquiétés. C'est ça. Et Et à ce moment-là, alors- qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous sommes remontés, mon mari m'a dit je vais te raccompagner à la maison, il fait froid, et je redescendrai. À ce moment-là, un camion rentrait au village et annonçait qu'on venait de lui tirer dessus à l'entrée du village. Oui, il est à quelle heure à ce moment-là? 2h30 du matin. Alors, nous rentrons chez nous et Monsieur Rizzo, l'entrepreneur de transport, téléphone et nous dit ne sortez pas, le feu est un piège pour nous faire sortir et nous abattre. Alors, nous ne sommes plus sortis. Nous avons envoyé chercher les colons qui se trouvaient en bas, n'est-ce pas, au meule, au feu. Et chacun restait chez soi en attendant les événements. Jusqu'à 5 heures du matin, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais à 5 heures, quand le car qui fait le courrier Fumtoub Batna est sorti, il a été attaqué à l'entrée du village. Et malgré les poteaux sciés mis en travers de la route, il a pu continuer à travers champs et gagner Batna. Et ensuite, le car qui fait le service Fumtoub-Baris est parti par la route du Chélia. Oui. Et est revenu au bout d'un moment en disant qu'il ne pouvait pas passer, que les ponts avaient sauté. Oui, oui. Et au même moment, nous apprenions que la conduite d'eau était cassée, qu'on essayait de nous casser la conduite d'eau pour nous priver d'eau, n'est-ce pas? C'est ça, ceci nous conduisait jusqu'à la journée, au cours de la journée du 1er novembre. C'est-à-dire jusqu'à 11h du matin. Les nouvelles sont arrivées les unes après les autres. À 11h du matin, nous connaissions enfin les événements. Et le village était pratiquement cerné par les rebelles qui étaient certainement dans les ravins environnants et qui attendaient une occasion pour attaquer. Et les premiers renforts, enfin les premières troupes sont arrivées à quel moment? Ah ben, les premières troupes sont arrivées... C'était quelles troupes d'abord? La gendarmerie. La mobile. gendarmerie, oui. Oui. La gendarmerie mobile est montée mercredi soir. Le village est resté 2 jours seul et à ce moment-là, les félagas ont pillé les maisons. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Eh bien, depuis ce jour-là, enfin, depuis que les paras sont à Fumtoub, le pays est calme et nous n'avons plus eu d'agression Ni d'alerte. ni d'alerte, non. Au village même, non. Et est-ce que vous avez une opinion sur ce que sont ces rebelles? Eh bien, oui, d'après ce que les gens du pays qui commencent à parler maintenant, il y aurait des éléments étrangers, tunisiens et on dit même égyptiens, mais il y a aussi des gens du pays qui ont été enrôlés de gré ou de force. Avant d'imposer l'intégration, il faut rétablir l'ordre. Aux prises avec une révolte dont ils ignorent tout, les renforts envoyés dans l'Est algérien n'ont d'autre ressource que de fouiller, ratisser, interroger. L'armée met en garde ces hommes qui forcément doivent être en contact avec les maquisards. Ces hommes dont on ne sait pas encore qu'ils vont être l'enjeu principal du conflit. Ces hommes qui ne comprennent pas pourquoi on les traite si injustement. Ces hommes, parmi lesquels, faute de trouver des coupables, on trouve des suspects. Merci Lamia Mahfouf pour ces documents sonores. On passe à présent à une autre rubrique, Art et Révolution. Art et Révolution de Abdou Sayah a pour objectif de faire connaître le combat de nos artistes avant et pendant la Révolution. Il évoquera, pour vous et pour nous, les grandes figures de l'art algérien. Et pour ce premier numéro, à l'occasion du 1er novembre, notre grande comédienne et actrice, Chafia Boudra, a bien voulu se confier à Abdou Sayah. في دار سبيطار نلتقي مع مجموعة من هذا الشعب. الله يعطيك غمة في كراسي. علاش قدرتي تجي لعندي؟ علاش ما قعدتيش في دارو؟ Madame Chafia Boudra, comment que vous vivez la journée ou alors la veille du 1er novembre 54 et du 5 juillet 62? Oh là là, oh là 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 là. C'est une question qu'on n'a jamais posée. Elle est très intéressante. C'est une question que je la répète à moi-même depuis l'indépendance. Je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire la vérité. Je suis très heureuse
pour le 1er novembre. Parce que le 1er novembre, c'est un volcan. C'est le départ de la lutte pour avoir l'indépendance. Les hommes, ils jurent pas sur le Coran, mais ils disent une réplique, Lil Fana ou Lil Maqsoud. Ça c'est beau. Et je suis très heureuse. Je ne veux pas mes enfants qui soient avec moi, parce qu'on me dérange. Quand il y a des nachid, je mets la télévision à fond. من أجلك عشنا يا وطني. قسما من جبالنا toute la nuit avec le nachid. نقيد نكرر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وكل الشهداء، tous les martyrs. Mais tous les Algériens sont des moudjahidines. Celui qui prend le ravitaillement pour les moudjahidines, c'est un moudjahid. S'il rencontre une patrouille, ils vont le tuer. Celui qui ramène ce qui met les poteaux gaz aussi, c'est un moudjahid. Celui qui donne le shtirak, c'est un moudjahid. Celui qui explique aux gens pourquoi ils sont au maquis, c'est un moudjahid. Celui qui a joué le football à Tunis, c'est des moudjahidines. Celui qui a chanté, c'est des moudjahidines. Chacun à sa manière, mais tout le monde était des moudjahidines. Je vais citer une réplique d'une chanson de Charles Aznavour. Dans mes jours passent et mes nuits pleurent et pleure le vent. Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. La veille de 5 juillet, l'Istiqlal. Je suis très contente pour l'indépendance, mais je suis triste, mon mari n'est pas revenu. C'est un shahid. Il est mort le soleil, pour moi. Parce que je vais commencer une autre révolution. Et cette révolution, c'est élever mes enfants et éduquer mes enfants et donner à manger à mes enfants et les protéger. Mes enfants, c'est une autre révolution et c'est une autre responsabilité que mon mari a laissée. Quand vous regardez la bataille d'Alger, comment vous vous sentez, Madame Chafia Boudala, le film? Je regarde la bataille d'Alger, où le pium et le bâton, ça me fait rappeler des choses. Mais j'aime pas voir la torture. En 1945, j'avais 15 ans. J'ai été mariée déjà, je me suis mariée à 14 ans. Mon mari, pour le 8 mai 1945, ils l'ont condamné à 20 ans de travaux forcés. Et ils l'ont emmené à Lambèze. J'ai pas senti la fatigue parce qu'il faisait chaud. Décembre, janvier, je prends le couffin tous les 15 jours. Je vais à Betna et j'ai pensé à tout ça. Et j'ai accepté le rôle de la grand-mère. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Il faut que je joue dans ce film. C'est pour mon mari, c'est pour l'âme de mon mari. Tahira. Et on a commencé le tournage. C'est pour raconter l'histoire de ces gens qui pleuraient. L'armistice, il m'a apporté le bonheur parce qu'ils ont balayé les prisons. Et mon mari, il a passé qu'une année à Lambèze et il est ressorti de la prison. جميع من يروح من الجزائر يولي للجزائر. الجلال والجمال والثناء والبهاء في ربان في ربان الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوان في هوان. Eh oui, émouvant témoignage de Chafia Boudra avec Abdou Sayah, grande dame courage. Dans ce magazine, on a voulu aussi consacrer une place aux différents questionnements que pourraient se poser des collégiennes, des collégiens, lycéennes et lycéens, concernant des points d'histoire. Donc appel est lancé à vous les jeunes pour intervenir dans la page Facebook Fashhadou Histoire et Mémoire, page créée, animée par notre Benjamin Nejma Mrabet. Badia Haddad, notre consoeur, et Dahou Djarbal, historien et consultant dans cette émission,
se feront un plaisir de vous y répondre. Pour la première de Tarikhuna, Dahou Djerbal a évoqué avec Bedia Haddad le point de départ avec le duc de Bourmont. تاريخنا. Bonjour Monsieur Dahou Djerbal, merci d'avoir accepté de faire notre professeur d'histoire dans ce nouveau magazine. Dans chaque module, nous essayerons, chers auditeurs, d'expliquer l'histoire ou la genèse de la guerre de libération nationale à une génération qui n'a pas connu ni la guerre ni la colonisation. Cette jeunesse qui, 60 ans après, est devenue indifférente ou presque à l'histoire de l'Algérie. Monsieur Dahou, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine au département d'histoire Université d'Alger 2, directeur de la revue Naqd, auteur du livre qui a pour titre l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN, paru aux éditions Chiheb. Vous travaillez aussi beaucoup à la relation entre histoire et mémoire. Donc, bonjour. Bonjour, voilà. Merci de me recevoir dans votre radio algérienne. Merci. Alors, première question. Premier éclairage, me diriez-vous, Monsieur Dahou Djerbal, l'Algérie n'avait réellement commencé d'exister qu'à partir du moment où le général de Bourmont s'était emparé d'Alger. Avant était le néant. Oui, là, c'est un propos qui mérite presque pas d'être relevé parce que c'est une reprise disons, de l'idéologie et de la propagande française visant à justifier et à légitimer son intervention militaire et son occupation de l'Algérie. En fait, il est connu par tous les gens sérieux qui ont quelques connaissances sur l'Algérie d'avant 1830, que l'Algérie d'avant 1830, c'était un État normalement constitué, comme tous les États de la région, de la Méditerranée jusqu'en Europe, et avec ses institutions, ses structures, son économie, son éducation, ses écoles, son identité. Et son identité, puisque il y avait aussi des traités qui étaient conclus entre la régence d'Alger et d'autres puissances étrangères. Donc il y avait une véritable identité algérienne, et d'ailleurs il y a un doctorant algérien qui travaille sur la question nationalité-citoyenneté depuis la période ottomane jusqu'à la période contemporaine. Donc au fond, la question de l'algérianité ne se pose pas en termes d'identité et de citoyenneté. Et deuxièmement, la question de l'existence de structures et d'institutions étatiques ne se pose pas non plus, et c'est juste soit des incultes, soit des ignorants, soit des gens mal intentionnés qui posent de telles questions. Donc au fond, ne perdons pas notre temps, disons que l'Algérie existait en tant qu'État, en tant qu'institution, elle avait des relations internationales, elle avait des structures internes, une organisation financière, une organisation administrative, une organisation militaire et une organisation politique. Donc au fond, y compris, sans oublier, la présence de confréries, la présence d'organisations de métiers, de corporations de métiers, dans la plupart des cités, des villes de l'Algérie et à l'intérieur du pays. Donc tout cela existe. Et donc quand la France arrive avec ses troupes pour occuper le pays, c'est pas un désert. La Mitidja n'est pas un marécage. Voilà. Alors 1830, comment est arrivé, mais je veux dire la deuxième question ou la deuxième phase de notre explication, donc aux jeunes, pour s'intéresser un peu à cette guerre de libération nationale, c'est que vous vouliez m'expliquer donc à chaque fois, Monsieur Dahou Djerbal, qu'il y a la condition du sujet colonisé. Je veux dire, pourquoi la France est venue coloniser l'Algérie? D'abord, c'est deux questions en une. Premièrement, pourquoi la France est venue coloniser l'Algérie? En fond, la France était dans une période impériale d'expansion territoriale, en concurrence avec la Grande-Bretagne et en concurrence avec d'autres puissances impériales comme la Hollande ou comme l'Allemagne ou l'Italie. Et donc en fait, elle
Elle était arrivée en Algérie pour assurer une profondeur vers l'Afrique subsaharienne, d'une manière générale, qui va ensuite devenir l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Donc au fond, l'Algérie, c'était un peu la plateforme à partir de laquelle elle pouvait se répandre dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et vers l'Afrique occidentale et vers l'Afrique équatoriale. C'est donc une période de l'histoire des empires qui correspond à la période aussi des débuts de la révolution industrielle. Donc on avait besoin d'accéder à un certain nombre de sources de matières premières. Rien de nouveau sous le ciel serein, comme on dit. Au fond, les logiques de l'époque sont comme les logiques d'aujourd'hui. On a besoin d'avoir accès à des ressources de matières premières, à des minéraux, à des ressources agricoles, etc., pour pouvoir assurer le développement industriel de la métropole. Et donc la situation de l'Algérie ou d'Alger était propice à ça. Absolument. C'était, on peut dire, à l'époque, une position stratégique. Bon, donc, une fois qu'on a dit ça, c'est le problème qui est soulevé par la deuxième partie de la question, à savoir la question du sujet colonial. Parce qu'à partir du moment où il y a conquête militaire, je parle, c'est une conquête avec l'utilisation de la violence extrême, l'utilisation de la violence armée, d'une manière intensive et sur la longue durée. Il faut absolument insister sur cela. Ce sont des troupes impériales, ce sont les troupes napoléoniennes, en fait, qui avaient conquis l'Europe, qui avaient donc une expérience considérable dans l'art de la guerre, qui viennent et qui s'installent en Algérie, qui viennent occuper l'Algérie, avec tout leur savoir, avec tous leurs moyens, à la fois matériels et leurs moyens militaires, en termes de connaissance de terrain, de connaissance des modalités de combat, etc. Et qui viennent donc qui viennent occuper un pays qui est sous autorité ottomane. La régence d'Alger, c'est un État semi-autonome, pas indépendant, qui est sous l'autorité souveraine de la Sublime Porte, c'est-à-dire d'Istanbul, et de l'Empire ottoman. Quand les troupes françaises arrivent, et à leur tête le duc de Bourmont, elles s'imposent un ultimatum au Dey Hussein. Et cet ultimatum, il faut vraiment savoir quel est son contenu pour pouvoir... Ça serait bien de le relire, Monsieur Dahoud Jerbal. C'est une soi-disant convention entre le général en chef de l'armée française, le duc de Bourmont, et son Altesse le Dey d'Alger. Je lis le texte traduit en français. En quelle année donc exactement? En 1830, en juillet 1830. Donc vous voyez l'importance du rappel du mois de juillet 1830, 1930, et puis l'indépendance, juillet 1962. Le texte dit ceci: le fort de la Kasbah, tous les autres forts qui dépendent d'Alger, et le port de cette ville seront remis aux troupes françaises ce matin. C'est-à-dire en ordonnant que ça soit illico presto, maintenant, à 10 heures, heure française. Même pas à 10 heures, heure d'Alger, mais à 10 heures, heure française. Le général en chef de l'armée française s'engage envers son Altesse, le Dey d'Alger, à lui laisser la liberté et la possession de ce qui lui appartient. C'est lui qui décide. Il décide de tout. Il décide de lui laisser au Dey Hussein ses propriétés et ses biens. Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient dans le lieu qu'il fixera. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Et tant qu'il restera à Alger, il sera, lui et toute sa famille, sous la protection du général en chef de l'armée française. Une garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille. C'est-à-dire qu'au fond, le Dey Hussein, qui était le pouvoir souverain à Alger, accepte de céder sa souveraineté
d'abandonner son pouvoir souverain et de le céder à la France. Et c'est la France qui va assurer sa sécurité, celle de ses biens, celle de sa famille. Ça s'est passé. C'est le juillet 1830. Oui, alors, est-ce que ce pacte s'est fait après le débarquement de la France à Après Sidi le débarquement, puisque les troupes arrivent progressivement au niveau des remparts d'Alger, ils bombardent les remparts, ils créent une brèche et ils menacent de bombarder la ville et de la raser si le Dey Hussein n'accepte pas cet ultimatum qu'on appelle grossièrement une convention. Voilà, c'était donc Tarikhouna avec Dahou Djarbal et Badi'a Haddad. Rachida Monsef, cette émission réalisée par Fatima Sabri arrive à sa fin. Oui, et d'ailleurs, ce que nous voulons pour clôturer ce magazine hebdomadaire, on se retrouvera pour notre plus grand plaisir tous les samedis à 13h. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, c'est de finir sur vos contributions. Et notre appel aux jeunes Algériennes et Algériens, eh bien, c'est de vous dire, il y a une page Facebook qui s'appelle comme l'émission, Feshhadou, Histoire et Mémoire. Cette page est à vous. Posez vos questions, donnez votre avis. Et puis, deuxième appel, famille de militants d'ici et d'ailleurs, nous vous appelons à nous faire parvenir vos témoignages. Vous savez, un souvenir, une lettre d'un proche, un document, une personne à contacter, à découvrir. Écrivez-nous au 21 boulevard des Martyrs au nom de l'émission ou postez sur la page Facebook. Ce sera la dernière chronique qu'on a appelée la dernière minute. Aujourd'hui, un extrait de la traduction de l'hymne national algérien Qasaman. La dernière minute. Par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous, par le sang pur généreusement versé, par les éclatants étendards flottant au vent, sur les cimes altières de nos fières montagnes, que nous nous sommes dressés pour la vie ou la mort, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins. Nous sommes des combattants pour le triomphe du droit. Pour notre indépendance, nous sommes entrés en guerre. Nul ne prêtant oreille à nos revendications. Nous les avons scandées au rythme des canons et martelées à la cadence des mitrailleuses, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins. Des champs de bataille monte l'appel de la patrie. Écoutez-le et obtempérez. Écrivez-le avec le sang des martyrs et enseignez-le aux générations à venir. Ô gloire, vers toi nous tendons la main, car nous avons décidé que l'Algérie vivra.